Bonjour Bruno, je suis hyper content de te recevoir. Tu es psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation à l'université de Rouen et directeur de recherche à l'université de Mons. Et aujourd'hui, on va parler de ton livre qui est sorti en 2022 sur l'intelligence émotionnelle. Comment accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions à l'école et en famille. Alors, je démarre tout de suite par ma première question. Alors, dans notre monde, il y a beaucoup de compétition. Il faut être fort. Est-ce que parler de ses émotions, ce n'est pas être vulnérable et donc, n'est-ce pas, dangereux? C'est vrai que ça peut être dangereux hein, si on part du principe qu'on est dans un univers de gens malveillants. Et la meilleure définition qu'on peut donner de l'amour, c'est la possibilité qui nous est donnée d'exprimer notre faiblesse sans que l'autre en profite pour manifester sa puissance. Il faut donc qu'au moins au niveau des institutions, on mette en place des espaces où chacun peut exprimer ses émotions, qui sont peut-être perçus comme des indices de vulnérabilité, alors qu'en réalité, ce sont plutôt des signaux de force. La personne qui est capable d'éprouver des émotions, je suis très inquiété pour le moment par l'idée, par exemple, qu'on fait de l'hypersensibilité une maladie, et qu'on ferait de l'hyposensibilité, c'est-à-dire des personnes qui seraient tout à fait capables de maîtriser leurs émotions, complètement flegmatiques, voire de ne pas ressentir d'émotions. On en fait plutôt l'archétype du héros. Or, on sait que dans nos sociétés, on a besoin de gens sensibles. Hypersensible, ça ne veut rien dire. Le monde produit énormément d'émotions. Il est donc tout à fait normal que notre système émotionnel soit fortement sollicité. Donc l'hypersensibilité, c'est plutôt quelque chose qui démontre simplement une sensibilité normale à une société, à un monde qui produit trop d'émotions. Parce que si on ne produit pas ces émotions, eh bien, cette connexion avec notre intelligence, il faut bien comprendre que ce qui nous relie finalement au monde, ce qu'on partage d'ailleurs avec les animaux, ce sont nos émotions. Mais ce qui va faire de nous un être humain, c'est que nos émotions, on va très vite les transformer en état d'âme, parce que notre cortex va les visiter, et on va être amené à se poser des questions à partir de ce qu'on ressent. À partir de la peur, on va manifester des formes d'inquiétude. Et puis on va développer des sentiments, ce que l'animal ne le fait pas, c'est-à-dire des visions du monde qui, lorsque cet état d'âme s'inscrit durablement dans notre développement, lorsqu'il finit par conditionner toute notre façon de voir le monde, eh bien, implique à voir le monde d'une certaine manière. Alors évidemment que pour le meilleur, ça peut créer une façon de voir le monde positive, mais ça peut aussi créer le désespoir, ça peut créer la terreur, ça peut créer tous ces mécanismes qui nous rendent ce monde impossible à vivre. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de revenir aux émotions de base, pour comprendre comment tout ça s'est construit dans notre cerveau, notamment dans le cerveau d'un enfant, pour conditionner toute une vision du monde. C'est pas un problème qu'un enfant ait peur, c'est pas un problème qu'un adulte ait peur, c'est pas un problème qu'un adolescent ait peur. C'est un problème si cette peur se traduit en inquiétude et que cette inquiétude l'amène à se poser de mauvaises questions. Est-ce que je serais trop ceci ? Est-ce que je ne suis pas assez cela? Est-ce que c'est de ma faute? Et là, on commence effectivement à être dans quelque chose qui pourrait être préjudiciable à l'estime de soi, par exemple, parce que les états d'âme auront contaminé les émotions. Et ce qui est de toute façon impossible à vivre, c'est vivre, par exemple, dans un état de terreur permanent à partir d'une peur trop fréquente qui s'est transformée en inquiétude généralisée, qui fait que le monde me devient impossible à vivre. Un petit exemple pour l'expliquer tout simple. Les fameux t-shirts qu'on a vus apparaître après les attentats, même pas peur. C'était complètement idiot. Si des bombes explosent dans notre environnement, si on n'a pas peur, c'est même pas qu'on n'est pas humain, c'est qu'on n'est pas vivant. N'importe quel être vivant éprouve une émotion quand il est menacé dans son intégrité physique. Même pas inquiet aurait supposé aussi une forme de stupidité, parce que si on n'est pas en mesure de se poser des questions par rapport à un monde dans lequel des bombes pourraient exploser partout, c'est quand même qu'on a un souci au niveau du fonctionnement de notre intelligence. Par contre, j'aurais voulu voir apparaître des t-shirts qui disent même pas terrorisés. C'est-à-dire que je ne suis pas rendu impuissant à vivre dans un monde dans lequel cette inquiétude se généralise. Les terroristes ne s'y trompaient pas, ils ne visent pas à faire peur, ils ne visent pas à inquiéter, ils visent à bloquer un système social en le rendant impossible à vivre par ceux qui le constituent. Oui, c'est ça, donc ça rebondit directement sur la première. J'ai noté pourquoi sommes-nous réticents de parler de nos émotions en société, au travail ou en politique. C'est presque comme si ce n'était pas sérieux, pas assez adulte, les émotions.
Alors, ce n'est pas la peur de parler de ses émotions, c'est la peur de s'exprimer par rapport à elles parce qu'on ne sait pas ce que les autres vont en faire. En fait, le principe d'une émotion, c'est que, et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours pouvoir les avoir à sa disposition, c'est que ça produit un mouvement chez l'autre. Si on est triste, on va produire un mouvement de consolation. Si on a peur, c'est un mouvement de rassurance qu'on attend. Si on est en colère, c'est un mouvement d'apaisement. Mais ça produit, il y a un effet qu'on appelle un effet conatif qui est lié à l'émotion, qui fait que, évidemment, que révéler des émotions dans un environnement dans lequel on se dit « je ne suis pas sûr que la réaction va être celle que j'attends », ça implique un certain nombre de réticences. Ce n'est pas la personne, de nouveau, qui a un problème. C'est ce qui est le problème, c'est la façon dont il perçoit que ses interprétations de ses états émotionnels pourraient être à côté de la plaque. Et donc, c'est pour ça qu'on doit permettre de dire à une personne, ton émotion, on ne va pas la bouger. Parce que ce qui va aussi créer beaucoup de réticences, et notamment par rapport à mes proches, c'est l'idée que mon émotion peut aussi les affecter. Elle peut être contagieuse, c'est le principe d'une émotion. Et plus on est face à un proche, plus on va l'affecter. Si je suis un enfant, que je dis à un de mes parents que je suis triste, je sais que je risque de le rendre triste. Et que j'aurai non seulement mon chagrin à porter, mais la peine que j'aurai constituée en lui racontant mon chagrin. Et donc là aussi, il y a très tôt, l'enfant apprend à taire ses émotions parce qu'il se méfie de l'effet que ça produit sur les émotions de l'autre. Et que, comme les enfants sont d'une délicatesse absolue, beaucoup essayent de ménager leurs parents. Dans le harcèlement, on le voit très souvent, il n'y a que 6,9% des enfants qui parlent de ce qu'ils subissent en termes de harcèlement parce qu'ils craignent d'affecter leurs parents. Petit exemple qui le montre très très bien, la question qu'un parent pose à son enfant quand il revient de l'école, c'est « ça a été ?» parce qu'on attend un oui. Et tout ce qui s'éloignerait de ce oui risque d'affecter le parent. L'enfant le sent très très tôt, et c'est pour ça qu'il est réticent à manifester une autre émotion que la joie. La joie, il n'y a pas de souci. La joie, on sait que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir démontrer. Alors c'est particulièrement vrai dans nos contextes d'hyperparentalité, parce que la plupart des enfants ne sont pas des heureux événements, ne sont pas des accidents. Ils ont été convoqués à naître par des parents qui ont programmé leur venue au monde. Et quand on programme une venue au monde, quand on convoque un enfant à naître, on se sent terriblement responsable de ce qu'il va vivre sur Terre. Et donc on le met sur Terre pour qu'il soit tout le temps content. Les parents ne mettent pas au monde leurs enfants pour qu'ils soient tristes, pour qu'ils soient en colère, pour qu'ils aient peur. L'enfant perçoit parfois cette injonction un peu implicite à être tout le temps content, et la pédagogie positive a vraiment durci le trait sur ce plan-là. Résultat, il a beaucoup de réserves à exprimer une émotion qui, dans sa tête, pourrait brouiller les repères de son parent. C'est pour ça aussi qu'on a parfois besoin de personnes extérieures à la famille, à qui l'enfant perçoit que s'il parle de ses émotions, il ne va pas s'exposer aux mécanismes naturels de nos proches. Si un de nos amis très proches, un membre de notre famille, notre conjoint, nos enfants, nous dit qu'il est triste, dans les 2 minutes, on aura le réflexe de lui dire « sois pas si triste, tu as plein de raisons d'être heureux et les raisons de ta tristesse ne sont pas aussi graves que ça ». C'est typique des proches, ils vont avoir tendance à rendre l'émotion illégitime ou à la diminuer dans son intensité. Si vous allez voir un professionnel du soutien psychosocial, il va vous dire vous êtes triste, vous avez bien raison, puisque vous avez vos raisons d'être triste, dites-moi pourquoi vous êtes triste. Et il va contenir l'émotion. Cette distance professionnelle, on peut l'obtenir, c'est pour ça que les outils par exemple qu'on diffuse dans les écoles, les espaces de parole régulés, ce sont des techniques qui permettent d'éviter cette tendance naturelle qu'ont y compris les enseignants, d'avoir une réponse immédiate. Elle est inscrite dans notre corps, c'est quand un enfant, un de vos enfants pleure, le réflexe c'est de le prendre dans ses bras pour le consoler. En le prenant dans ses bras, vous allez diminuer l'intensité de l'émotion, c'est l'objectif, en disant c'est pas grave, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, c'est pas si grave que tu l'imagines. Donc on va chercher à diminuer et surtout on va éviter d'être emporté dans le flux émotionnel. Parce que le flux émotionnel, il n'est pas créé au moment où on dit qu'on a une émotion, mais où on exprime les raisons et les motifs de cette émotion. Quand un enfant dit « je suis triste parce que », et puis on le laisse développer, si évidemment il va exprimer les raisons de son émotion avec l'état émotif qui est le sien, dans les 2 minutes, on a les larmes aux yeux. Parce que si c'est notre enfant, c'est absolument insupportable. Et donc on va le faire taire, notamment en le prenant dans nos bras. C'est très paradoxal comme attitude de prendre dans ses bras quelqu'un qui exprime une émotion comme la tristesse. C'est juste parce que notre corps nous invite à le consoler.
et qu'il faut des professionnels ou une distance professionnelle pour lui dire vas-y, dis-moi pourquoi tu es triste, et qu'on le laisse s'exprimer sans l'interrompre. Les espaces de parole régulés, par exemple, en disant tiens, prends le bâton de parole, personne ne pourra t'interrompre. L'objectif, c'est de permettre à ce flux émotionnel d'emporter les autres, parce qu'une des caractéristiques essentielles d'une émotion, c'est qu'elle est très très contagieuse, et que quand quelqu'un exprime l'émotion, dans la durée, il produit une contagion émotionnelle. Alors, bien sûr, tu y as peut-être déjà un petit peu répondu, mais c'est chaque fois en lien avec la question précédente. Mais passer de notre société actuelle, un peu réticente à s'exprimer sur les émotions, à une société qui intégrerait l'intelligence émotionnelle, comme tu en parles dans ton livre, à tous les niveaux, admettons, on peut rêver, on pourrait en attendre quoi? Et observer quelle transformation selon toi? Alors, il y a une partie qu'on voit déjà émerger, mais de manière vraiment trop insuffisante. C'est-à-dire l'idée qu'il faudrait libérer la parole. Libérer la parole, on ne peut la libérer que si on la protège. Ça veut dire qu'il faut des règles qui disent une émotion se dit, ne se contredit pas. Si on ne met pas en place ces règles d'expression, on va très très vite se retrouver avec quelqu'un qui va dire je suis en colère ou je suis triste parce qu'on se moque de moi. Et quelqu'un qui va dire mais on ne se moque pas, c'est de l'humour. Et donc la contestation de l'émotion doit être interdite. C'est comme ça qu'on va préserver nos démocraties. Parce que la seule chose qui rend un être humain semblable à un autre être humain, c'est son émotion. On est tous égaux par rapport à nos émotions. On n'est pas égaux par rapport à nos opinions. Il y a des opinions plus ou moins bien argumentées, plus ou moins bien documentées, plus ou moins validées, qui font plus ou moins autorité. Il est tout à fait normal dans une démocratie que des opinions puissent être contestées. Des avis, ce sont des points de vue, en fonction de l'endroit où on se situe, elles ont une validité différente et évoquent autre chose. Par contre, une émotion, elle est la même pour chacun. Au niveau, on ne peut pas hiérarchiser une émotion. L'émotion de quelqu'un qui est en bas du système social et l'émotion de quelqu'un qui est tout en haut du système social, c'est exactement le même niveau d'émotivité. Moi, je l'ai expérimenté de manière un peu paradoxale au Qatar. On sait que le Qatar, c'est pas une démocratie, soyons très très clairs, c'est pas une démocratie. Elle ne prétend pas l'être d'ailleurs. Et on m'avait demandé de venir à l'école franco-qatarienne pour mettre en place un modèle, en fait, de démocratie, mais qui ne ressemble pas à la démocratie uniquement française, parce que disent les Qataris, notre société est hiérarchisée et vous n'y ferez rien. Les Qataris sont tout au-dessus, en dessous les Occidentaux et les Américains, en dessous les Hindous et tout en dessous les Polynésiens. Ça ne bougera pas. Et vous savez, là, quand on parle un tout petit peu quand même sous contrôle, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut, on ne peut pas venir avec nos modèles démocratiques en disant les opinions des Qataris ne valent pas plus que les opinions des Hindous. Vous ferez 5 minutes avant de reprendre l'avion. Et donc, on va devoir tenir compte que la démocratie, ça se construit en tenant compte des composantes locales. Et quand on voit, dans cette école franco-qatarienne, un petit garçon qatari qui est sensible aux émotions d'un autre enfant, et là, évidemment, les Qataris eux-mêmes disent « mais c'est ça qu'on veut. On veut des dirigeants sensibles aux émotions de chacun. » C'est ça le frémissement démocratique qu'on peut espérer, c'est-à-dire ne pas importer un modèle démocratique qui, par exemple, dans nos pays, donne le pouvoir à ceux qui parlent le mieux, qui sont capables de rhétorique, fait taire ceux qui ne sont pas en mesure d'exprimer leurs opinions de façon suffisamment argumentée, ou en tout cas faire en sorte que leur opinion devienne moins populaire que celle des autres. Et donc ce qui est important, c'est de se dire, attention, on n'a peut-être pas toujours actionné des leviers démocratiques qui sont suffisamment puissants que pour éviter ce qu'on constate actuellement, un grand déficit de croyance dans la démocratie, et des jeunes notamment qui disent la démocratie d'accord, mais uniquement avec un pouvoir fort, et donc les bases de ce qu'on appelle des démocratures. Si on veut rendre vivantes nos démocraties, il faut vraiment que chacun se sente libre d'exprimer ses émotions sans s'exposer au risque de se voir contester dans les émotions que l'on vit, parce que c'est ce qui effectivement fait la substance de ce que l'on est sur Terre, et ce qui va faire de chacun de nous des semblables par rapport à ce qu'on vit, parce que justement on le vit différemment. Le même événement peut rendre quelqu'un triste et mettre quelqu'un en colère. Il n'y en a pas un qui a raison, qui a tort. C'est ce que Deleuze disait si joliment quand il disait une émotion, ce n'est ni juste, ni injuste, ni vrai, ni faux, ni bien, ni mal. Une émotion, c'est comme ça, elle est celle-là. Et ne laissez jamais quelqu'un contester votre état émotionnel, soit dans sa légitimité, vous n'avez pas à être triste, vous n'avez pas à être en colère, soit dans son intensité, vous n'avez pas à être aussi triste que ça, et vous n'avez pas à être aussi en colère que ça. Maintenant qu'on s'est envolé un petit peu sur la société, etc., et
ce dont je suis très heureux. J'allais dire, ok, super. Mais du coup, maintenant, pour des enseignants, concrètement, comment on fait pour enseigner ça? Est-ce que je sais qu'il y a des outils dans ton livre qui le permettent? Est-ce qu'on pourrait développer un ou deux outils qui permettent d'enseigner ça? Plutôt qu'enseigner, on n'enseigne pas. Un enseignant, par rapport à la démocratie par exemple, met les élèves en situation d'apprendre concrètement ce qu'est une démocratie, parce que si vous enseignez les principes démocratiques, mais comme vous ne les voyez pas se mettre en mouvement dans les espaces où vous vivez, je prends l'exemple d'un délégué de classe qui serait élu. Très bien, sauf que l'élection, pas du tout démocratique, on ne choisit pas celui qui est le plus compétent, on choisit, on le sait tous, celui qui est le plus populaire. Et donc on montre une partie de la démocratie qui est sans doute pas la plus jolie, hein, c'est-à-dire que celui qui aura fait des promesses, qui aura manipulé les autres, qui sera populaire, il obtiendra les voix et il aura l'impression d'avoir obtenu le pouvoir. Dans une démocratie, vous n'avez qu'un pouvoir de représentation qui simplement vous amène à être capable de recueillir les opinions de chacun et de pouvoir les ramener dans les espaces où on va décider, parce qu'une opinion, c'est une pensée agissante avec une seule obligation que vous vous donnez. On va vous dire jusqu'où a été votre opinion dans le processus de décision. On ne va pas uniquement, et ça aussi c'est un très très mauvais apprentissage de la démocratie, on ne va pas uniquement donner tout le pouvoir à ceux qui ont une opinion majoritaire. La démocratie, c'est l'art de protéger des minorités. Et donc on va recueillir les opinions majoritaires, les opinions minoritaires, les opinions partagées par deux personnes, qui sont évidemment minoritaires, mais qui ne sont partagées que par deux personnes, donc elles sont encore plus faibles en représentativité, et même les opinions singulières. Dans une démocratie, elle doit rendre compte aussi des opinions singulières et de leur cheminement. Ça, c'est un outil pour séparer justement des émotions. Parce que ce qui est important, c'est que l'enseignant sache qu'il ne doit pas tout mélanger. Ici, on va parler de tes émotions, ce que tu ressens. Une opinion, ça se discute. On va mettre en place des conditions d'un dialogue. Une émotion, ça ne se discute pas. Les espaces de parole régulés, c'est un outil. Et c'est une technique, hein, il ne faut pas des formations pour le faire. Dans le bouquin, ce que je transmets, ce sont des outils. C'est-à-dire des trucs qui permettent d'avoir une technique, qui permettent de mettre en place, à un moment donné, l'activité sans devoir subir toute une formation pour en comprendre les fondements. Si vous mettez vos élèves en cercle, et vous dites, voilà, vous choisissez parmi les états émotionnels, ceux qui correspondent à vos émotions actuelles. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût, il n'y en a que 5. Et donc on revient à des émotions. Et puis, vous allez uniquement donner la parole à ceux qui ont une émotion compliquée à vivre. Ceux qui sont contents, grand bien leur face, mais ceux qui sont tristes, ceux qui sont en colère, ceux qui sont dégoûtés, etc. On va leur donner un bâton de parole. Avec la deuxième règle, personne ne pourra t'interrompre. Ça, on ne va pas obliger à écouter, il ne faut jamais obliger l'écoute, c'est absolument impossible. Mais vous pouvez interdire d'interrompre. Et donc, je te donne le bâton de parole et personne ne pourra parler s'il n'a pas le bâton de parole. Et l'adulte est le seul à pouvoir retirer et donner le bâton de parole. La troisième règle, on ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. On ne va pas commencer à faire des procès de qui que ce soit. On va essayer simplement, à partir de l'émotion, de propager cette émotion de façon à réveiller l'intelligence collective. Et donc, la troisième règle, c'est on nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. La quatrième règle, la plus importante, mais la plus difficile à faire respecter pour l'enseignant, c'est surtout, parce qu'elle ne dépend que de lui, en réalité, c'est surtout, on s'appuie uniquement sur les ressources du groupe. On ne fait aucune proposition soi-même et on demande qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui est triste, celui qui est en colère. Les résultats sont systématiques parce que l'intelligence émotionnelle, elle est reliée à l'intelligence collective. Alors, ce sont un des outils parmi d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, celui qui va permettre de raconter une émotion sans interrompre la personne. Les flux émotionnels. Les flux émotionnels, on le sait, c'est quelque chose qui nous emporte très très vite parce qu'on n'est pas toujours dans une seule émotion. Je prends des exemples, les histoires qu'on raconte aux enfants, Blanche-Neige, Bambi, etc. Ce sont des histoires d'émotions. Généralement, les personnes, par exemple, vont laisser leurs enfants devant Bambi parce qu'ils se disent, Bambi c'est chouette, hein, c'est mignon comme tout. Ouais, l'enfant va à un moment donné tomber dans un gouffre émotionnel, il va apprendre la mort, le désespoir absolu. Chez un petit enfant, c'est l'abandon, chez un enfant plus grand, c'est la mort. Mais en tout cas, c'est la disparition de l'être aimé, deux leçons essentielles. L'amour ne protège pas de la mort. On peut aimer les gens tant qu'on veut, ça ne les empêche pas de disparaître. Et la mort est un définitif non-retour. La personne ne reviendra pas. C'est pas rien, hein. Ça n'empêche pas les adultes de laisser des enfants de 5 ans regarder ça en boucle tout seuls,
sans une présence adulte. Le simple Walt Disney est un très très grand pédagogue, c'est un catastrophique babysitter. Et donc simplement demander à l'enfant, raconte-moi par quoi tu es passé. Bambi est particulièrement exemplatif parce qu'il ne se passe pas grand-chose en Bambi. Ce sont des émotions à très faible niveau. La fin de Bambi, tout le monde la zappe. Personne ne sait plus à quoi ça ressemble. En réalité, c'est les saisons qui ont suivi leur cheminement et il a des enfants à son tour. Donc le cycle des saisons permet de faire avancer. Mais tout le monde se rappelle de ce gouffre, sauf les enfants actuels qui ne s'en souviennent plus parce qu'ils n'étaient pas accompagnés et parce qu'ils n'ont pas débriefé. Donc ils ont fait une métamorphose du traumatisme. Apprendre à raconter une histoire. On peut le faire de manière très schématique par rapport à un match de foot. Il y a un match de foot en Belgique dont on se souvient tous quand on a été battu par les Français. C'est un joli ascenseur émotionnel parce qu'on se retrouve avec, en fait, on fait des courbes, des histogrammes émotionnels et dans le livre j'essaie d'expliquer comment on doit le faire. On va faire l'histogramme émotionnel très rapidement de ce match. On mène 2-0 à la mi-temps. On est très fort, très bon. C'est quand même les champions du monde. Ils sont dans les cordes, mais on n'a pas de grande émotion. C'est une espèce de satisfaction sereine à la mi-temps, 2-0, 2 pics de joie, mais avec une faible intensité. Les 2 buts marqués. On revient en deuxième mi-temps, les Français marquent de manière un peu étonnante. Donc on est quand même dans quelque chose qui nous fait un tout petit peu peur, mais c'est pas énorme. Et puis ils remarquent un deuxième but. Là, le pic émotionnel devient plus fort. Et puis après, Lukaku, alors qu'on joue très mal, donc on joue vraiment dominé, donc on est dans la peur, mais une peur qui s'installe durablement. Lukaku nous met un but absolument inattendu, grand pic de joie. Et puis le VAR nous l'annule. Et donc là, effectivement, on retombe. C'est très dangereux sur le plan émotionnel, le VAR. Et puis Mbappé en remet un 3e. Et là, on s'effondre complètement. C'est la peur qui s'accumule sur un fond de tristesse. Et si on demande à un Belge ce que représente ce match, pour lui c'est un sale moment, c'est un match épouvantable qui ne donne pas envie d'en regarder un suivant. Et il faudrait vraiment être un maso pour se retaper le match en différé. Les Français peuvent le faire, mais les Belges sûrement pas. Mais ce qui va faire que le foot fait qu'on gardera espoir, c'est si on nous dit mais raconte un peu, souviens-toi de la première mi-temps, souviens-toi de cette histoire émotionnelle qui est celle qu'on vit dans un match de foot, qu'on vit dans un roman, qu'on vit dans une histoire que l'enfant apprend à vivre dans des contes de fées, qui sont des histogrammes émotionnels. Ce ne sont pas une seule émotion. Malheureusement, la mémoire humaine étant très sélective, on finit par rester dans une seule émotion, alors qu'on est dans un histogramme. Alors, je prends ces 2 exemples juste pour expliquer qu'on peut très bien, avec une personne, faire l'histoire de ces émotions. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit « je suis malheureux », mais raconte-moi l'histoire de ta vie en termes d'émotions. Il y a sûrement des moments où ça s'est bien passé dans ta vie, où tu as eu des moments de satisfaction. Et on va réintroduire cette forme d'histoire des émotions. Ça permet par exemple à un enseignant aussi de ne pas seulement parler de ce que l'enfant fait, mais aussi de ce que l'enfant vit de manière continue dans l'histoire de ses émotions. Donc, à la fois pour gérer le groupe, les espaces de parole réguliers, ou l'histogramme, pour pouvoir parler individuellement, quand on est éducateur dans une école par exemple, de la manière dont un enfant vit les choses. Mais du coup, en 5e question, j'ai une question qui est très ouverte. C'est un petit peu l'influence des médias sur nos émotions. Le fait qu'on est dans un monde médiatique qui met en avant des émotions très négatives. Et donc déjà, on sait un peu ce que ça crée sur nous. Et quels seraient un petit peu les garde-fous, soit à travers les techniques que tu proposes, soit peut-être même au niveau politique, pour renverser le côté extrêmement nuisible que les médias créent sur notre monde émotionnel. A priori, un média, c'est pas négatif, c'est quelque chose qui devrait justement faire une forme de filtre. Mais on constate que c'est pas du tout vrai dans la manière dont notamment le monde politique, en parlant par slogan par exemple. Si je dis il faut casser les casseurs, il faut les frapper là où ils auront mal dans leur portefeuille, alors qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas de portefeuille, que s'ils en ont un, il est vide. Donc ce sont des phrases qui ne veulent rien dire, qui sont des phrases slogans, qui vont cliver, qui vont créer une émotion à un moment donné, et on risque très vite. Et c'est le risque qu'on a quand on entend notamment cet appel à un pouvoir fort en temps de crise, c'est ce qu'on appelle des émocraties, c'est-à-dire le moment où les émotions créer des prises de position. C'est très simple à expérimenter. On l'a fait d'ailleurs dans une recherche qu'on avait réalisée à l'université. On montre une photo avec un petit enfant mort sur une plage. On connaît tous cette photo, on l'a vue. Juste après, on montre un bateau surchargé.
Et on demande aux personnes qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dans le bateau, sur le radeau. Ils nous disent, mais on les fait venir, on ne laisse pas ces gens dans l'eau, aucun problème. On reprend la même scène, avec le même échantillon de personnes, mais au lieu de montrer un bateau surchargé, on montre un terroriste. Et on leur dit qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien là, on va voir qu'effectivement, les émotions auront changé les prises de position, parce que derrière l'émotion première qu'on a quand on voit un enfant mort, qui est la tristesse, la colère, qui sont des émotions intenses, qui peuvent créer effectivement plus de tolérance, en disant on ne peut pas laisser ça. Vous avez un filtre avec une autre image qui, à ce moment-là, fait écran à la première et dit oui, on peut évidemment faire venir, mais attention, il ne faut pas non plus que dans le bateau, il y ait des gens comme celui-là. Et donc, on peut très facilement, en créant des émotions, on l'a vu, Trump est le résultat d'une démocratie. Il a intelligemment joué sur les émotions. D'abord, l'idée qu'il y aurait une forme de colère américaine qu'il a transformée après en dégoût. Par exemple, petit truc tout simple d'un homme politique pour, à un moment donné, créer une émotion. Clinton, pendant un débat, s'absence pour aller aux toilettes. Il mime le dégoût. Eh bien, il est en train d'activer une émotion, effectivement, de très très bas étage. C'est ça le principe de démocratie. C'est absolument inconcevable dans une société qui réfléchit, dans une société rationnelle, mais dans une société démocratique. Et donc, ça se conçoit tout à fait. Et la trouvaille de Trump, c'est qu'il s'est dit, attention, je ne peux pas surfer 2 fois sur la colère et le dégoût. Et donc, au mi-terme, au moment où tout le monde s'attend à ce qu'il s'effondre, là, il joue sur une 3e émotion qui est la peur. Si je ne suis plus là, vous allez vous effondrer, etc., etc. Et donc, et on risque d'avoir une vague d'attentats. Il fait peur. Et donc, il joue essentiellement sur des émotions. Évidemment que les garde-fous par rapport à ça, c'est une pensée... Alors, pas nécessairement une pensée rationnelle, mais une pensée qui fait passer le filtre des émotions par le système 2. Pour expliquer très très schématiquement comment fonctionne une émotion, on a tous 2 systèmes. Un système 1, qui est un système qui est activable très rapidement, qui n'est pas moins performant, qui est juste utile dans certaines circonstances, et même plus utile. Si je suis dans un chemin de randonnée et que je tombe sur un ours qui me montre les dents, le système 1, dans un premier temps, il est plus rentable, c'est-à-dire celui qui ne passe pas par le cortex, qui me dit « attention, cet ours est menaçant, il faut que je m'en aille ». Le système 2, qui supposerait dire « ah oui, mais l'ours est un plantigrade, généralement herbivore, mais qui parfois peut se laisser aller à agresser des personnes qui verraient dans son environnement et éventuellement pour s'en nourrir », c'est un peu lent, juste avant la fuite. Donc le système 1, c'est des réponses intuitives, instinctives, créatif parfois, très, très intéressant. Donc c'est intéressant de l'avoir à notre disposition, mais le système 2 fait passer les choses par le cortex. C'est-à-dire, je dois réfléchir. Quand je commets une erreur, beaucoup d'élèves font des erreurs parce qu'ils utilisent le système 1, là où on attendait d'eux qu'ils utilisent le système 2. Mais on a beau attendre qu'on a le système 2, on dit réponds vite. Ou en tout cas, il perçoit qu'il doit donner une réponse rapidement. Prends ton temps pour répondre. Tu fais une erreur, va dans le système 2, analyse ton erreur, réfléchis. Avec les émotions, c'est la même chose. Si d'ailleurs, vous utilisez les 2 systèmes face à l'ours, premièrement, système 1, il faut que je fuis. Deuxièmement, attention, si je fuis en courant, j'ai lu quelque part qu'il valait mieux continuer à le regarder en restant en l'observant de face et en partant le plus doucement possible dans un premier temps. Vous multipliez vos chances de survie. Le système 2 est évidemment celui qui doit être activé. Réfléchissez. La peur, oui, effectivement, il y a des tas de raisons d'être inquiet dans notre société, d'avoir peur. Réfléchissons aux solutions qu'on peut apporter, aux solutions réellement productives, qui vont nous permettre réellement d'avancer. Ça, ce serait une politique intelligente. Elle n'est pas fréquente, mais elle pourrait théoriquement exister. Celle qui amène, ce serait une politique de la concertation, qui amène à réfléchir ensemble, non pas à avoir peur ou ne pas avoir peur, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos peurs et comment on va en faire des états d'âme qu'on va partager pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Ça, c'est des politiques qu'on espère voir émerger. Si on veut n'avoir non pas affaire à une démocratie, mais une démocratie émotionnelle participative. Une démocratie émotionnelle participative, c'est une démocratie qui permet à chacun d'exprimer ses émotions. On l'a vu, les gilets jaunes, c'est un mouvement de colère absolue. Quand vous ne répondez à la colère par de l'agression, par de la violence, mais forcément, vous renforcez cette colère. Et là, on a vu, y compris chez Macron, un petit mouvement de panique. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Parce qu'on est en train de rentrer dans quelque chose qui est absolument inconcevable. Il y a eu de la chance, la pandémie est arrivée, il s'est passé plein de choses. Mais ce qui était important, c'est de se dire, attention,
les politiques intelligentes vont devoir réfléchir à des espaces de concertation. Alors il a essayé de le faire, c'est comme ça qu'il a fait venir les maires, il a commencé à discuter avec eux, etc., en essayant de mettre en place des mouvements de proximité qui, au moins dans l'apparence, donnaient cette impression-là. Mais il faut savoir qu'on ne parviendra pas à mettre en place cette démocratie émotionnelle participative si on ne multiplie pas les espaces de concertation qui tiennent compte du fait que les gens ont de bonnes raisons d'éprouver des émotions. Tant que les Gilets jaunes n'avaient pas été reconnus dans leur légitimité, dans leur droit à vivre cette émotion, on était dans le pot de terre contre le pot de fer. Dès qu'on a entendu un discours changer un peu en disant on peut comprendre que les gens soient en colère, on peut comprendre qu'ils soient tristes et on va leur donner la parole, là on peut espérer quelque chose. Donc notre société est violente parce qu'elle est fulgurante, parce qu'elle va très très vite. Donc elle privilégie le système 1, à la fois dans la quantité d'informations, dans le côté clivant de ces informations, dans leur violence, dans leur fulgurance et dans le fait qu'à un moment donné, eh bien, on ne prend pas le temps d'écouter les personnes lorsqu'elles utilisent ce système 2. C'est-à-dire, et ça on doit le faire dans les écoles. Ok, tu as droit à des émotions, maintenant on va en parler de ces contenus. Qu'est-ce qui te met en colère ? On va en parler, on va transformer ça ensemble en état d'âme. Qu'est-ce qui t'irrite ? Qu'est-ce qui t'agace ? Et donc là, on est déjà en train de passer dans le deuxième niveau. Et puis, ta vision du monde, on va en parler parce qu'elle est en train de se construire. Mais si elle est construite dans la haine de l'autre ou dans la haine de toi, de toi-même, on n'arrivera à rien. Et donc ça, ce sont des visions du monde qui sont construites à partir d'états émotionnels, qui ont construit des états d'âme, qui se sont installés dans la durée. Et donc, il faut qu'on puisse travailler avec les 3 niveaux, mais surtout en se donnant le temps. Et l'argument majeur, à la fois dans les écoles, mais aussi dans la société, c'est de prendre le temps de décrypter ensemble l'actualité, de l'analyser et d'analyser les émotions que provoque cette actualité. Certaines chaînes le font mieux que d'autres, il faut le dire très clairement. Il y a des chaînes dans lesquelles on utilise effectivement une accroche. Moi, j'écris beaucoup, par exemple, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la communication fulgurante, etc. Et je m'efforce de faire des messages longs. Et on constate qu'au bout d'un moment, ça marche parce qu'il y a une demande des gens aussi de nuances, de réflexion, de mise en route du système 2, qui est un système qui produit beaucoup plus d'apaisement que le système 1. Mais je voulais savoir si tu pouvais nous conseiller des livres, des films, des conférences, des autrices et auteurs qui vont dans ce sens-là, et ou bien sûr des ouvrages à toi aussi qui peuvent faire lien avec le livre dont on est en train de parler aujourd'hui. Alors, je vais surtout certainement pas conseiller ni des livres ni des films, mais des façons de lire des livres et des façons de regarder les films. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait, de ce qu'on nous prête à penser. On nous donne rien à penser, on le prête. On prête à penser, et Costa Gavras le disait tellement mieux que moi. Il disait mes films, je ne les ai pas faits pour qu'on les regarde individuellement sur un ordinateur. C'est pour ça que le numérique lui pose problème, non pas parce que le support numérique serait un problématique en soi, mais parce qu'il dit, moi, j'ai mis en scène des films pour qu'on en discute, pour qu'on en parle, pour que ce soit un événement signifiant autour duquel on se met à parler. Et donc tous les spectacles peuvent être édifiants d'un point de vue émotionnel. Il n'y a pas de bons et de mauvais films. Tous les films sont bons. Je prends l'exemple de Klaus, par exemple, qui est un magnifique film. Mais si vous le regardez, puis vous rentrez chez vous, et puis hop, rien, eh bien vous allez passer à côté de ce qu'est ce film quand il amène chacun à se poser la question de savoir c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'identité par rapport à l'amitié, pourquoi est-ce que j'aime l'autre quand il est à la fois mon semblable, qu'il est différent de moi également. Eh bien là, vous allez, à partir d'une œuvre, faire quelque chose d'édifiant. Quand vous analysez toutes les émotions qui ont été provoquées, et donc j'aurais tendance à dire tous les livres, tous les films, je peux les conseiller, du moment qu'on prend le temps d'analyser l'effet qu'ils ont produit sur chacun, sans hiérarchiser, sans dire, toi, tu as vu ça ? Non, tu as tort, parce que c'était ça. Non, chacun a sa manière de voir une œuvre. Et j'aurais tendance, d'ailleurs, à dire privilégier les spectacles vivants. Il y a quelque chose qui se passe au théâtre, par exemple, qui ne se passera jamais au cinéma, et encore moins aux écrans, qui fait d'ailleurs que vous allez applaudir les acteurs au cinéma. Il est très rare qu'on applaudisse la fin d'un film. C'est pas parce qu'ils sont présents, c'est parce qu'on a vécu ce que Diderot appelle le paradoxe de l'acteur. On sait qu'il n'éprouve pas l'émotion qu'il est en train de jouer, puisqu'il joue un rôle, mais ça ne nous empêche pas de faire fonctionner nos neurones miroirs et de partager leurs émotions. Si vous voyez quelqu'un pleurer
au théâtre, vous aurez les larmes aux yeux avec lui, vous allez vivre intensément l'émotion. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes, n'allez pas toute seule au théâtre. Allez soit au moins à 2 personnes, parce que le spectacle devrait être partagé, ou au moins prévoyez quelqu'un à qui vous allez pouvoir parler de ce que vous venez de vivre, parce que ce sont des spectacles qui vont mettre en scène vos neurones miroirs. Et évidemment que dans les écoles, quand je vois qu'on parle d'un tronc commun et que le théâtre n'en fait pas partie, je me dis mais quel gouffre on crée là, parce que c'est là le spectacle partagé. On se souvient tous dans notre scolarité des moments où on a fait des trucs ensemble chouettes. Des matchs de foot pour ceux qui aimaient ça, la construction d'un spectacle ou la participation à un spectacle, parce que moi je me souviens, j'ai été voir Iphigénie, pourtant à l'époque je n'étais pas fasciné par la Grèce antique, mais on était ensemble, on se rendait bien compte que quelque chose se passait sur scène, on comprenait peut-être pas tout, mais on percevait des émotions et ça fait partie de nos souvenirs scolaires qui sont des souvenirs avec une réelle intensité. Il faut savoir qu'on apprend beaucoup mieux quand on vit une émotion et on apprend encore mieux quand on vit une émotion partagée avec d'autres. Et ça s'inscrit à ce moment-là dans des espaces du cerveau qui font bon ménage avec nos apprentissages. Et donc quand des années après, j'ai entendu parler effectivement d'Iphigénie, j'ai entendu effectivement parler de l'Antiquité grecque avec sans doute plus de précision, j'ai tout installé sur ce moment où on avait vécu quelque chose. Et je ne suis même pas sûr que j'ai été complètement attentif, que je n'ai pas balancé quelques vannes, mais il y avait un moment qui était pour nous un moment d'émotion partagée parce qu'on percevait l'émotion des acteurs. C'est ça que je pourrais conseiller. Je ne conseille jamais mes livres parce que je les ai écrits, je sais ce qu'il y a dedans. Et que là aussi, c'est la même chose. Utiliser par exemple le bouquin sur l'intelligence émotionnelle uniquement pour en faire quelque chose qui va vous permettre de faire des choses, qui va vous permettre de changer un tout petit peu votre vie si vous pouvez modifier dans le rapport que vous avez avec vos enfants, entre vous, entre conjoints, que vos enfants ont par rapport à vous. Quand on comprend mieux la mécanique des émotions, ça nous rend beaucoup plus tolérants les uns vis-à-vis des autres. Et si les livres peuvent servir à ça, tant mieux. Voilà. Merci. Et alors, une dernière chose, justement, on parlait de réseaux sociaux. Sur quels réseaux sociaux on peut te suivre et avec quel nom de code, etc. pour te retrouver? Alors, il n'y a pas de nom de code. Moi, je fais les choses hyper simplement. C'est-à-dire que je publie, comme je suis graphomane, je publie à peu près tous les jours sur Facebook. C'est un exercice d'hygiène mentale auquel je m'oblige, parce que si je n'écris pas 1000 mots par jour, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de brouillon qui se met dans ma tête. Et on appelle ça la graphomanie. C'est une maladie, mais une maladie que je trouve assez heureuse. Ça m'oblige à écrire tous les jours, écrire régulièrement. C'est un peu comme la musculation. Quand on écrit beaucoup, on finit par avoir des mots qui se mettent, on myélénise ses circuits cérébraux et les mots viennent beaucoup plus facilement. Et donc il y a effectivement un moyen de suivre, je vais dire, une forme de quotidien, de réflexion sur les émotions, sur ce qu'on vit tous ensemble, sur les paysages à contempler, en tapant simplement mon nom sur Facebook ou ailleurs, Facebook, LinkedIn, les réseaux tout à fait ordinaires, je vais dire, parce que je pense que c'est là qu'on peut rencontrer les gens qu'on a vraiment envie d'avoir comme lecteurs, c'est-à-dire ceux qui ont ce plaisir de lire au quotidien dans des espaces qui sont des espaces tout à fait libres et qui gagnent à ouvrir leurs portes à de la nuance, à de la douceur et à de la réflexion partagée. Eh bien, je te remercie beaucoup pour cette interview et je suis très heureux de t'avoir accueilli sur cette chaîne. Merci beaucoup.